Oui. Ah, d'accord. C'est... Ah oui, d'accord. Mémoire, héritage, tout ça, je trouve que ça va ensemble, non? Oui, même j'ai lu aussi. Alors, mission, c'est particulier. Mission. Notre réalité en fait. C'est voir le monde en PDF.
Parce que si on le voit en Word, n'importe qui peut effacer toutes les données qu'on a mises. Mais là, si on voit le monde avec les lunettes Camille, c'est du PDF, hein, donc on ne peut pas l'effacer facilement. Je pense aussi que ça veut dire à différents degrés, ça veut dire politique, oui, ça c'est vrai. Spirituel, je ne jamais voir les choses sous un seul angle. Ça c'est vrai. Même par exemple la médecine, par exemple, c'est quelque chose qu'on devrait voir sur tous les angles. Oui. De la médecine. D'accord, on peut poursuivre. Alors comment le changement de paradigme peut-il se réaliser? On a vu que pour la sœur et le frère, ils sont motivés, hein, mais ils se disent mais comment on va y arriver? Parce que l'état de notre communauté est dans un tel... l'état de notre communauté, c'est pas aisé, quoi. Il y a toutes sortes de chaînes que nous avons. Nous avons des fantasmes, nous avons des jalousies. On a beaucoup de chaînes, quoi, de chaînes mentales. Même quelquefois, les indices de notre force, par exemple le dynamisme, sont aussi une forme de faiblesse. Parce que l'excès de dynamisme empêche d'avoir suffisamment d'esprit critique. Et quelquefois, l'excès d'esprit critique peut empêcher le dynamisme. Donc il faut les deux, mais maintenant, c'est le dosage. Et comment, d'après vous, comment ce changement de paradigme et surtout la mise en application du paradigme afrocentrique, comment ce changement peut se réaliser de la façon la plus, on ne va pas dire facile, mais la plus efficace? Pour ma part, je crois que c'est d'abord une démarche individuelle. Oui. On ne peut convaincre que si on est convaincu. Oui, c'est sûr. Donc, si c'est une démarche individuelle, avec en première étape, c'est c'est la conscience, avoir une certaine conscience de l'état actuel et surtout du passé. D'accord. C'est vraiment une démarche personnelle. Et ça, il faut forcément aller dans les structures où on peut être aidé pour se désaliéner. Donc ça veut dire lire les livres, assister à des événements tels quels. Donc c'est tous ces paramètres-là qui vont permettre de la prise de conscience. Une fois qu'on a la prise de conscience, là maintenant on peut essayer d'en parler aux gens pour les aider si c'est nécessaire. Parce qu'il y a certaines personnes, on ne peut pas aider une personne qui n'a pas besoin d'aide. Oui, donc ça ressemble à une démarche thérapeutique, hein, telle que tu l'as définie. Pour compléter ce que tu viens de dire, oui, je pense aussi que c'est personnel. C'est d'abord, je pense, une fois qu'on a compris au quotidien, peut-être, quand on a compris les choses, les faire avec ce savoir, cet héritage et ses valeurs. Oui, il y a toujours la notion d'héritage qui revient, ouais. Et des valeurs. D'accord. On peut poursuivre, personne? Tu voulais pas intervenir? Excuse-moi. Moi, je reste sur la définition donnée par Amamazama parce que ça résonne tellement en moi. Donc, c'est la règle des 3 C. C'est la connaissance de soi. Conscience. Oui, évidemment. Et surtout le courage. Oui. Mais surtout le courage. Parce que c'est vrai que si on a le courage et la conscience, c'est déjà pas mal, mais la connaissance de soi... D'ailleurs, c'est difficile d'avoir la conscience sans la connaissance de soi. Hein. Je crois même que c'est impossible.
Mais par contre, on peut avoir la connaissance de soi, la conscience, et pas le courage. C'est dommage. C'est du gâchis. Quelqu'un aurait autre chose à ajouter sur ce thème? Être connecté à la réalité. Pardon? Être connecté à la réalité. Oui, c'est oui, bien sûr. C'est-à-dire un exemple, les gens parlent de liberté. Ils sont plus dans l'idéologie de la liberté. Ils pensent à liberté, mais ils l'ont pas dans la réalité. Ben non, ben non. Parfois, le paradigme dans lequel on vit brouille la vision. Parfois, il est nécessaire d'avoir une vision globale, Oui. voire un peu plus élevée des choses. Il y a des choses qui sont possibles tout de suite et maintenant, et d'autres qui seront possibles plus tard. Mais est-ce qu'il ne faut pas oublier aussi que la réalité, c'est aussi nous-mêmes qui la fabriquons, qui pouvons la transformer? On peut poursuivre? Ouais, Tu veux ça, non? Ah, pardon. Je voulais juste rajouter quelque chose, c'était que oui, rejeter la culture et tout l'enseignement de l'autre et se focaliser sur la nôtre. Oui. C'est aussi simple que ça veut dire que quand moi par exemple, c'est quelque chose qui revient tout le temps, c'est par rapport à mon expérience personnelle. Donc, quand j'arrive chez moi, la télé est à fond, et rien que ça, déjà c'est un truc qui m'énerve. C'est une agression. C'est une agression, ça. Je supporte plus le bruit, le tan 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 tan. Ça veut dire il va y avoir les espèces de je sais pas quoi là, les Starac, les trucs comme. J'arrive à la maison, ça veut dire ça va être le journal, c'est bon, ça m'énerve. J'ai envie tout de suite de me couper, de mettre directement sur mon ordinateur. Je peux pas paraître pour un autiste, hein, mais voilà quoi. Rejeter les autres et s'occuper de nos affaires. Oui, c'est sûr. Par rapport à mon expérience à moi c'était pas pareil, c'était connaissance de soi, conscience et spiritualité. Ah oui. Oui, c'est important aussi. Oui. Parce qu'à travers ma connaissance de soi, j'ai appris tout le reste. Grâce à la réflexion. C'est ça qui a été vraiment le détonateur. Parce que dès le plus jeune âge, j'étais conscient. Et qu'est-ce qui a donné le déclic? Ça a été quoi le déclic? J'avais quoi, 6-5 ans. Le fait d'exister, ça m'a choqué. Le fait d'exister, et de là, je suis parti à la réflexion. Je me suis dit, c'est quoi l'existence? Pendant que les autres, ils s'amusaient. Voilà. J'étais conscient d'être plus conscient que les autres. C'est là, il est parti. Après, d'autres événements. Ah, c'est bien. C'est bien. 5 ans. Enfin, un enfant, c'est quelqu'un qui est revenu. Hein, donc, des fois, l'enfant, il est vieux. Hein. Oui, Pardon. Ça veut dire? C'est incarné. Et il est incarné. Incarnation. Ah, incarnation. C'est ça? Incarné par une autre personne. Oui. De sa famille ou proche de sa famille. C'est ça. Et plus on le sait tôt, mieux c'est. À la pierre, alors. Oui. Je vais intervenir parce que par rapport au changement pour se réaliser, il y a la notion d'engagement, ça rejoint le courage, mais c'est vrai que même si la démarche est individuelle, finalement, on ne peut pas non plus se changer en restant tout seul. Et la notion d'engagement, d'aller vers les autres, de rencontrer les autres, d'avoir des lieux à disposition, on puisse discuter, puisque c'est aussi à travers l'échange et la discussion qu'on peut opérer cet état de transformation des consciences dont parle Amma Mazama. Je pense que ça, c'est même fondamental. Oui, donc ça reste une démarche individuelle, mais pour que tout se passe bien, il ne faut pas rester isolé. Il faut s'engager. Oui, oui, ça c'est clair. C'est bon, on poursuit. Alors, pourquoi, certains d'entre vous vont me dire, mais pourquoi, dans un cours qui s'appelle « Comprendre l'afrocentricité », il a choisi l'impératif afrocentrique, et pourquoi il n'a pas choisi le livre « L'afrocentricité » qui, lui, a été publié pour la première fois en anglais en 1980, alors que l'impératif afrocentrique, c'est 2003. Et vraiment, les fondements sont... Mais attention, que tout soit bien clair, moi je me considère comme
un fils spirituel, mais c'est pas le mot, je le trouve très prétentieux comme mot. Donc, un disciple, ouais, parce que fils spirituel c'est très prétentieux, comme un disciple du Sèche Molefi et de Cher Anta Diop. Mais le livre L'impératif afrocentrique a été écrit aussi pour des gens qui sont dans la zone culturelle sous influence francophone. Et c'est ça qui fait la différence entre les deux livres. Mais les deux livres se complètent, évidemment. Et donc, quand on lit l'impératif afrocentrique, c'est aussi important de jeter un œil de temps à autre sur l'afrocentricité et vice-versa. Et ce qui caractérise en partie le Sèche Molefi, c'est l'extrême simplicité de la philosophie afrocentrique. Donc, tout tient dans le mot afrocentrique, donc être centré dans la culture africaine. Donc si on est décentré, ça veut dire qu'on est à l'extérieur, de soi-même, et on devient un jouet au sein d'un jeu de société qui a été, dont les règles ont été édictées par d'autres. Donc on devient un jouet, on devient un renvoi en bas de page dans l'agenda de quelqu'un d'autre. Donc ça c'est très simple, l'afrocentricité. Ce qu'on remarque aussi chez le Sèche Molefi Asante, c'est sa grande ouverture. Dans le livre que j'ai traduit, l'afrocentricité et l'idéologie de la Renaissance africaine, aux éditions Mélébut, il y a un moment où le Sèche Molefi dit qu'il existe des afrocentristes chinois, des afrocentristes européens. Alors évidemment, afrocentricité internationale France, certains d'entre nous peuvent avoir les cheveux qui se dressent sur la tête. Qu'est-ce qu'il veut dire exactement? Il veut dire par là que des personnes peuvent concevoir le rôle central de l'Afrique pour les Africains et parler des Africains en essayant de comprendre comment ils fonctionnent et en essayant de comprendre que leur expérience pour eux est prédominante. Ça ne veut pas dire qu'ils vont les imposer à tout le monde, mais que c'est normal. Donc si c'est ça que veut dire le Sèche, il n'y a rien de choquant. Mais la grosse différence, évidemment, entre le Sèche Molefi et la Pera Atama, c'est le contexte, l'environnement. Est-ce qu'on peut poursuivre? Oui, l'environnement aux États-Unis est très racialisé. Ouais. Bon, le concept de race, on sait ce qu'il faut en penser. C'est un concept qui n'a pas une grande validité scientifique, mais il n'en demeure pas moins que les phénotypes, les différences qui sont visibles par tout le monde existent. Ouais. Ça, on n'y peut rien. Et donc, vous avez un mouvement comme la Nation of Islam, la nation de l'islam. Moi, je me rappelle, il y a peut-être 15 ans, j'avais assisté ou plus à un événement organisé par la Nation de l'Islam, au cours duquel la personne qui a animé donc, la séance disait que les Blancs étaient issus d'une expérience de laboratoire qui avait été ratée. Donc, je ne sais pas si scientifiquement, je pense pas que scientifiquement cette théorie soit défendable. Je ne pense pas. Donc vous avez la Nation de l'Islam qui a une certaine action sociale, qui est un nationalisme noir systématique, et ça il faut le saluer, mais qui en même temps a des théories voilà, un peu délirantes, mais en même temps qui s'appuie sur l'islam, qui est une religion extra-africaine. Donc ça devient un peu compliqué, ça part un peu dans tous les sens. Et à côté de ça, vous avez des blancs qui sont des nationalistes blancs racistes, et vous avez David Duke, qui aujourd'hui est un ancien membre du Ku Klux Klan, un ancien grand sorcier du Ku Klux Klan, plus ou moins repenti, enfin pas très repenti, et qui aujourd'hui dit que en fait c'est surtout les juifs qui ont organisé l'esclavage. Alors que les juifs aient eu une part non négligeable dans la mise en servitude des Africains, le livre de la sœur Rosa Amelia Plumel Uribe, victime des esclavagistes musulmans, chrétiens et juifs, je pense, atteste de cette participation. Mais le but de David Duke aussi, c'est de dédouaner les protestants et les catholiques européens du rôle qu'ils ont joué dans la traite. Et puis évidemment, n'oublions pas non plus les musulmans. Et aujourd'hui, la France, qui est un pays où la notion de race n'a pas droit de citer, bizarrement, sur YouTube, on voit beaucoup de vidéos de David Duke qui sont sous-titrées en français. Donc apparemment, il a des adeptes ici aussi en France. Un ancien grand sorcier du Ku Klux Klan, et apparemment, j'ai cru voir sur la toile que
il apportait son soutien au candidat, j'ai oublié son nom, Donald Trump. Voilà, donc j'ai cru comprendre ça. Donc, en tout cas, tous ces deux exemples nous montrent que la société américaine est très racialisée et que justement l'afrocentricité, le but c'était aussi de sortir de cet espace asphyxiant tout en donnant une idéologie qui soit une idéologie de libération pour le peuple africain. Voilà. Et donc c'est l'afrocentricité, les Africains se considèrent comme Africains et non comme des descendants d'Arabes noirs, comme c'est le cas avec la nation de l'islam, parce qu'il y a une forme de confusion avec la tribu de Shabazz, etc. On est vraiment dans la confusion. Donc les contextes sont très différents, et face à une société extrêmement violente, il fallait un nationalisme africain systématique, ce qu'est l'afrocentricité, mais qui puisse offrir la vision d'une spiritualité et d'une vision du monde apaisée. Alors que, on peut poursuivre, alors que dans le contexte français, et pas seulement français, mais notamment dans le contexte francophone, il fallait une grande radicalité, puisque, je me souviens, c'était dans les années 90, il y avait un frère qui réveillait la communauté avec une émission assez intéressante sur les ondes de Tropique FM, média tropical, qui s'appelait le Médiaphone, c'était le frère Sekou Manga. Et une fois, il avait posé la question dans son interview, dans son émission. La question centrale de l'émission, c'était « Quand commence l'histoire des Antillais ?» Et donc, c'était passionnant. C'était dans les années 90 et il y avait eu tout un tas d'interventions qui étaient faites à la radio, des auditeurs. Et il y avait un frère qui avait dit... il avait parlé aussi de la cale, justement. Et puis, Sekou Manga l'avait recadré. Lui-même, il est originaire de Martinique. Enfin, il est originaire d'Afrique, mais d'une famille martiniquaise, Sekou Manga. Et il avait dit, mais notre histoire commence évidemment avant la cale, elle commence en Afrique. Et puis, le frère a répondu, oui, mais vous n'avez pas de me poser la question, quand commence l'histoire des Africains? La question que vous avez posée, c'est quand commence l'histoire des Antillais? Et le frère a dit, moi, mon histoire, elle commence quand les Africains se fluidifient en Antillais. Il a utilisé ce terme. Alors, c'est quoi la fluidification? Vous allez voir l'image suivante. Voilà, le mythe. Voilà le mythe de la fluidification. Alors, évidemment, il y a deux pays qui sont pilotes dans ce mythe de la fluidification. Il y a la France, comme vous le savez. Voilà. En ce moment, il y a le foot, donc on est plus français que les Français. Et puis, il y a un autre pays où 51 ou 52% de la population est kamite, qui est très fort dans cette... voilà, c'est le Brésil. C'est le Brésil. Ah oui, c'est plus que la majorité maintenant. Enfin, c'est une courte majorité, mais c'est la majorité quand même. Historiquement, ils étaient majoritaires au XIXe siècle, bien sûr. Ah oui. Après, il y a eu l'immigration italienne, l'immigration blanche délibérée pour blanchir le pays. Ah, c'est pour ça. Et puis là, maintenant, vraiment, les non-blancs redeviennent majoritaires comme avant, en fait. Ouais, comme une loi, enfin, je dirais pas naturelle, mais à cause du fait d'un taux de natalité supérieur. Oui. Et donc, la fluidification, c'est le fait de se transformer par une sorte d'opération alchimique en ce que nous n'étions pas. Donc, évidemment là-dessus, il y a évidemment toutes les théories du métissage, du métissage, sachant que les brassages de population, ça c'est quelque chose, je dirais pas qui arrive, mais baser toute une théorie là-dessus, ça c'est vraiment artificiel. C'est-à-dire quelque chose qui est banal ou naturel, on le transforme en quelque chose de mythique à cause d'une philosophie qui est une philosophie racialiste ou raciste. Et évidemment, à partir du moment où tout le monde est métis, vous ne pouvez plus revendiquer une quelconque part d'africanité, puisque tout le monde, au Brésil, on va dire, mais nous sommes tous métis. Sauf que dans les conseils d'administration des grandes sociétés au Brésil, ce sont des métis très blancs. Des blancs, ce sont même pas des métis. Voilà. Donc c'est ça qui pose problème. Donc il fallait adapter l'afrocentricité
à ce contexte de façon à clarifier les choses. C'est pour ça que le discours de la Perahat paraît plus radical que celui du Sèche Molefi. Et n'oublions pas aussi que la Perahat étant une femme, elle transmet la vie et elle a pour but d'élever sa progéniture. Et donc d'où cette radicalité. Donc ce qui peut apparaître comme une contradiction n'en est pas une, c'est plutôt une complémentarité. On peut continuer. Ah bah mince, alors j'ai répondu à... Ah la vache. J'ai répondu... je me suis planté là-dessus. Oui, comment expliquer cette différence d'amour contre la Perahat Ama et la Sèche Molefi. Ah oui, mais là on ne peut pas aller en arrière. Donc effectivement, j'ai un peu trop anticipé. Ouais. On peut poursuivre? Peut-être tu peux approfondir. Alors, dans ce... Oui, sauf si quelqu'un veut ajouter quelque chose. Je suis utile à dire que tu pouvais peut-être approfondir... Ah bah non, dans ce cas-là, c'est vous qui allez approfondir, c'est mieux. On peut revenir, ouais. On y est. Tu voulais qu'on approfondisse à quel niveau chez Moutier? Non, la radicalité de l'un par rapport à l'autre. Non, c'est vraiment pour essayer de bien cerner. C'est vrai que Sèche Molefi, on n'entend pas autant s'exprimer que la Perahat, surtout en français. Peut-être que certains connaissent un peu plus la Perahat que bien sûr. Sèche Molefi. C'est peut-être intéressant de remettre d'expliquer pour ceux qui ne connaissent pas vraiment D'accord. la tenue des discours du Sèche Molefi, par exemple. Il y a un point précis qui explique aussi cette différence, toujours pour expliquer la différence de contexte. Parlons notamment du frère Runoko Rashidi, qui est très actif sur les réseaux sociaux. Comme vous le savez, comme vous ne le savez pas, Runoko Rashidi est un historien africain-américain qui a publié certains livres très intéressants sur l'histoire des Africains en Asie, sur l'histoire des Africains en Europe, etc. Oui, sur l'histoire millénaire des Africains en Asie, notamment. Et donc, il vient très souvent en France, il vient très souvent ici, et quand il se promène sur les Champs-Élysées ou ailleurs, il est vraiment surpris du nombre de frères, de sœurs qui sont en couple avec des Blancs. C'est-à-dire par rapport aux États-Unis, je trouve que c'est phénoménal. Et c'est ce qui explique aussi peut-être la différence de discours entre la Perahat Ama et le Sèche Molefi. Non pas qu'il n'y ait pas ce genre de multiplication de ces couples aux États-Unis, mais en France, c'est la voie royale. C'est carrément, c'est presque obligatoire. C'est pas une option, c'est la voie royale. Autrement, on vous dit, bah, tu veux pas t'intégrer. Donc, la seule façon de s'intégrer, c'est... Donc les enfants vont être élevés de la même façon. Donc, les enfants qui seront déjà plus clairs vont se marier avec une blanche. Et puis les enfants des enfants, puis peut-être que le but, le fantasme, c'est que la petite part d'africanité soit à la fin totalement insignifiante, jusqu'à ce qu'elle devienne invisible. Oui, c'est le but. Parce que la question du métissage, en fait, elle est posée qu'avec les blancs. C'est-à-dire que la question du métissage entre non-blancs, elle est complètement invisibilisée. La notion de métissage, il y a forcément la centralité du blanc qui est dedans. Ça, c'est intéressant. Et ça, c'est très problématique. Et ça montre que le métissage dont on nous parle, en réalité, c'est du blanchiment. Voilà. Oui, c'est intéressant de le dire. Ouais, en réalité, c'est du blanchiment. À mon avis, c'est l'une des raisons qui explique la différence entre l'approche de la Perahat. Et c'est aussi le fait qu'en France, dans les cercles francophones, le racisme devient invisible parce qu'il est dilué dans un discours qui se présente comme un discours généreux, comme un discours universaliste. Alors que le racisme anglo-saxon est beaucoup plus brutal. Ah. Il y a la pierre dans le plat. On va changer un peu. Oui, enfin moi je dirais, bon, c'est déjà dit, mais je vais le dire différemment. Qu'en fait, les États-Unis et la France, c'est vraiment, on va dire, deux contextes différents. Aux États-Unis, je pense quand même qu'il y a des séparations franches.
C'est très communautaire. C'est très communautaire. En France aussi, il y a des séparations. Mais, non, mais je dis en France, ça existe aussi, sauf qu'on joue dans il y a plus en fait, le français est très hypocrite, donc on joue là-dedans. On est encore plus invisible. Voilà. Et pourtant, la réalité, elle est la même. On prend juste, comme tu disais, par exemple, Kouachi, qu'est-ce qu'il avait vu aux Champs-Élysées. On prend juste les joueurs de l'équipe de France. Les Noirs, ils sont tout avec des blancs. C'est le côté systématique. Il n'y a même pas à dire. Il semblerait qu'il y a eu une exception. Oui. Mais sur tous les joueurs. C'est étrange. C'est quand même. Le côté systématique, il nous interpelle. Je vous rejoins dans ce que vous avez dit, mais je pense que Amam Azama, c'est quand même. On parle beaucoup de la France, des États-Unis. Oui. Et c'est vrai que moi, j'aimerais dissocier du contexte français les Antilles, puisque Amam Azama, elle a grandi à Karukera, puisque moi, je refuse de parler de la Guadeloupe, qui est un nom colonial. Et c'est vrai que dans le contexte où on est majoritairement noir à Karukera ou en Martinique, c'est vrai qu'il y a, avec la départementalisation votée par Aimé Césaire, il y a eu cette imposition vraiment de nos ancêtres, les Gaulois. Il y a eu une politique d'assimilation. Et je pense que voilà, qu'on l'a vécu dans un contexte majoritairement noir, c'est différent des Noirs qui vivent en France, puisque eux, ils vivent cet assimilationnisme, mais dans un contexte majoritairement blanc, donc quelque part, on nous le vend comme si ça s'imposait à nous, quand on est à Paris, qu'on est en France. Mais quand on est aux Antilles, c'est d'autant plus violent. Et je pense que, étant donné qu'elle a grandi à Karukera, ça explique aussi cette radicalité. D'autant plus qu'elle-même, quand elle était au lycée dans les années 90, il y avait beaucoup d'attentats dans les années 80. Quand elle était lycéenne dans les années 80, il y avait beaucoup d'attentats d'indépendantistes en Guadeloupe qui voulaient s'émanciper et se libérer de la France. Donc je pense que ça explique. Oui, il y avait notamment Luc Renet ou... Oui, bien sûr. Des gens comme ça. Et aussi, prends un exemple dans une salle de classe à Karukera, où il y a un prof, je ne sais pas si c'est un prof de philosophie ou de français, qui pour leur décrire ce qu'est l'érotisme, c'est une peau féminine blanche qui émerge d'un vêtement noir. Et sauf que la plupart des élèves, la quasi-totalité des étudiants ou des élèves de la classe étaient noirs. Je ne sais plus si le prof était blanc ou noir. Je crois que le prof était blanc. Ouais, le prof était blanc, le prof de philo. Et dans un pays où la majeure partie de la population était kamite. Et puis, pour leur décrire ce qu'est l'érotisme, il leur décrit l'érotisme de cette façon. Donc, la sœur Ama, dans l'impératif afrocentrique, dit qu'elle était... Ça l'a laissé songeuse, en fait, cette démonstration du prof. Vraiment songeuse. Donc, oui, l'assimilation à domicile, en fait. Donc, on peut poursuivre, si vous voulez. Alors, il y a un point important, parce que dans l'impératif afrocentrique, il y a un chapitre qui s'intitule « La philosophie africaine ». Et dans la philosophie africaine, en fait, Amam Azama parle surtout de la religion africaine. Pour elle, les deux termes sont synonymes. Et à l'époque, elle n'était pas encore Mambo, hein, parce que c'est en 2003. Mais finalement, quand on relit l'impératif afrocentrique, et ce chapitre sur la religion africaine, on se rend compte que sur le fond, c'était tout à fait logique qu'elle devienne Mambo. Je veux dire, si elle écrivait ce livre aujourd'hui, bah, je ne pense pas qu'elle aurait grand-chose à changer. Donc, quel sera le rôle de la religion africaine dans notre Renaissance? Ça, c'est une photographie qui représente la cérémonie du dinar qu'on a fait l'année dernière, la cérémonie du changement de nom, qui est une cérémonie religieuse. Donc, quel sera le rôle de la religion africaine dans notre Renaissance? Oui. La réunification, le fait de tous se rassembler autour d'un seul et même... Ah oui oui, c'est ça. Et donc ça fait que ça va tirer les énergies vers le même endroit. Religion, réunification. Ah oui, oui, ça va attirer, cristalliser des énergies pour un objectif commun.
Pardon. Oui. Non, vas-y, termine. Oui, vas-y frère. Oui, donc je disais, en fait, la spiritualité, bon, on pourrait... le thème religion, moi je le vois un peu très politique. Oui. Parce qu'ils n'ont pas les mêmes objectifs. La religion tente à devenir impérialiste, alors que la spiritualité, c'est pas son objectif. Bon, ce qui fera, enfin, bon, supposons qu'on va parler de religion, donc le rôle de la religion, c'est déjà de casser les barrières qui existent entre les Africains autour de cette valeur religieuse. C'est-à-dire, quand on va aller en Somalie, si je dis que je suis chrétien, ben, mes frères ils vont plus me considérer comme en tant que tel. Si je suis musulman, que je veux aller, je sais pas, en RDC ou en République centrafricaine, ils vont pas me prendre comme étant des leurs. Donc, si on arrive, c'est ça aussi qui fait la division au sein de l'Afrique actuellement, c'est que tout est barricadé par des spiritualités ou des religions étrangères. Alors que, bien avant l'arrivée de ces impérialistes, on avait nos croyances, nos valeurs, et c'est ça qui faisait l'unité de ce continent. Si on les retrouvait, je crois que on pourrait véritablement bâtir l'unité africaine autour de cette valeur-là. Et ça, c'est une valeur qui est, on va dire, très très durable. Et je dirais même impérissable. Oui, c'est vrai. Donc il faut récupérer tous les cultes traditionnels. Oui. Rien n'est communisme africain. C'est ce que fait Haï, hein, avec le Mwikadilo Mouya, hein, qui signifie devenir humain et qui est une pratique spirituelle inspirée du meilleur de l'ensemble des traditions spirituelles africaines. Donc qui se poursuit avec la Perma-Kérou, donc qui a lieu en principe tous les 15 jours dans ce même endroit et où on a la possibilité de pratiquer notre culte dans une langue, dans une liturgie qui est en langue Chiluba, mais beaucoup de prières, la plupart des prières sont ensuite traduites en français. C'est le Chénouti Améni qui s'occupe de ce culte. Et ma foi, beaucoup de frères et de sœurs sont satisfaits de ce culte qui leur permet de renouer avec la tradition et qui n'est pas du tout antinomique avec d'autres traditions spirituelles comme le Bwiti, comme évidemment le vaudou et d'autres traditions kamites. Ça ne fait que s'ajouter. Donc sachez que cette culture africaine et cette philosophie africaine et que ces cultes africains, on les retrouve dans le Mwikadilo Mouya aujourd'hui. Voilà. On peut poursuivre. Mais d'abord, qu'est-ce que la religion africaine? Que peut-on dire sur elle? Qu'est-ce qui la caractérise des autres religions? Alors si vous n'aimez pas le mot religion, effectivement, frère Abbès, qu'est-ce qui caractérise la philosophie africaine ou la spiritualité africaine qui fait en sorte qu'elle est ce qu'elle est et qu'on peut la distinguer facilement? Quels sont ses fondements, sur quoi est-elle basée, sur quelles valeurs, et comment elle opère, comment elle se déploie, d'après vous? Elle est harmonie avec la nature. Ah oui, oui, effectivement. Déjà le terme religieux, ça ne convient pas, parce que c'est un terme du latin. Harmonie avec la nature. C'est pour ça que j'ai intitulé mon livre L'harmonie kamite. Bon, en même temps, ça permettait de ne pas dire Mahat, parce que Mahat, les gens qui découvrent le paradigme, ils se sentent déjà agressés. Donc on va petit à petit, on dit harmonie, mais on sait très bien qu'on parle de la Mahat. Chez Anta Diop, quand il a écrit d'après un frère, le sèche Ronki Ama, qui s'est pensé
qui s'est penché sur l'œuvre de Cheikh il est pratiquement convaincu que civilisation ou barbarie, en fait, c'était Maat ou Isfet. Mais c'est sûr que si le Sèche Diop avait écrit Maat ou Isfet, il y en a beaucoup dans les librairies, bah c'est pareil, déjà, ils ont vu le livre, Maat, oh, c'est quoi, c'est des... Il serait passé. Alors, civilisation ou barbarie, ah, qu'est-ce qu'ils veulent dire? C'est la même chose. Ouais, le marketing. Ouais. Donc, d'après vous, qu'est-ce qui caractérise la religion africaine? Y aller? Ah oui, l'harmonie avec la nature, ça c'est très important. Oui, je dirais, bon, c'est le culte des ancêtres. C'est la base. Je ne dis pas la base, mais c'est un élément fondamental. Mais est-ce qu'on a un culte uniquement aux ancêtres? Non, c'est par rapport à l'environnement. D'accord. On revient à la nature. D'accord. Respect de la vie. Respect de la vie. Et peut-être plus aussi, c'est-à-dire la préservation, l'entretien de la vie, la victoire de la vie sur la mort. Oui. Pour moi, c'est l'équilibre. D'ailleurs, le symbole de la Maat, c'est une balance. Oui. Et c'est surtout l'équilibre, c'est entre une chose et son opposé. Pas forcément son contraire, mais son opposé. On voit l'homme, la femme, le chaud, le froid, la terre. Je sais pas si le symbole de la Maat, c'est une balance, hein, c'est plutôt une plume. Oui. Après, oui. Non, mais la plume, dans la scène du jugement du livre de sortie vers la lumière du jour, à un moment la plume se trouve sur la balance. Mais le symbole de la Maat, c'est pas la balance, c'est plutôt la plume. Et puis il y a aussi la plume de une faucille pour élaguer. Donc ça veut dire que la Maat, c'est pas peace and love. Souvent le symbole de la Maat avec la balance. C'est pour ça que j'ai peut-être mélangé. C'est plus la plume. Hein. D'accord. Okay. Mais la balance, oui, la plume se trouve un peu sur la balance dans le livre tu fais le des bilan morts. avec ce que tu as fait sur Terre. C'est là où il y a la balance. C'est par la suite, c'est plus En fait, c'est la pesée du cœur. C'est le cœur qui fait la balance. Par la suite, c'est plus, il me semble, justement dans la Grèce antique, que le symbole même de la balance a été intégré à la divinité. Oui. A été, comment dire, est venu s'ajouter à la divinité Maat pour faire la déesse Athéna, il me semble, justement, qui tient la balance. C'est pas Athéna, avec ses yeux bandés. En tout cas, ils se sont basés sur la Maat, ils ont rajouté le symbole de la balance. La balance en elle-même n'est pas un symbole. Non, c'est plus la plume. Okay. C'est la plume. Ouais. Et en fait, c'est pas la balance qui est pesée, c'est le cœur, puisque c'est la pesée du cœur. Juste pour la religion africaine, moi, le mot qui pour moi convient aux trois items, en plus, c'est vraiment la connaissance, encore une fois. Ah oui, bien évidemment. C'est ce qui différencie la spiritualité de la religion. Entre autres, il n'y a pas de croyance, c'est vraiment des connaissances. Pour moi, ça englobe vraiment beaucoup de choses. La connaissance au sens là, dans les fondements aussi, justement, c'est la connaissance, entre autres, de la nature qui permet le développement de la spiritualité. C'est pas la foi, c'est la connaissance. Et elle opère aussi par la connaissance. C'est-à-dire que les initiations, c'est aussi de la connaissance. Entre autres, la connaissance de soi, d'ailleurs. D'accord. On peut poursuivre? Alors, classer ces philosophies, donc philosophie africaine ou philosophie étrangère, spiritualité africaine ou spiritualité étrangère, ça nous permet d'y voir un peu plus clair. Peut-être qu'on ne sera pas d'accord, hein, surtout, hein, c'est possible, c'est pas grave. Mais vous saurez au moins quelle est la position d'Aïe, en tout cas. Donc, par exemple, les sociétés initiatiques occidentales qui se présentent comme universelles. Parlons par exemple, pour ne pas la citer, pour ne pas la citer, de la franc-maçonnerie.
Donc, est-ce que c'est une religion africaine ou pas? Non, non. Pourquoi? Puisqu'elle est universelle, elle est forcément aussi africaine. Ah non, universelle, ça veut dire... Non, je suis sérieux. Pour société, initiative occidentale, ça représente le type européen. Bah oui. Bah oui. C'est leur paradigme. C'est leur paradigme, c'est leur vision du monde, même s'ils ont un peu pioché chez nous, hein, quand même, pas beaucoup. Mais c'est un remix. Ouais, tout à fait. Un remix, c'est un remix, hein, c'est pas l'original. En fait, c'est la même catholicisme romain. Donc est-ce que tout le monde est d'accord là-dessus? Parce qu'on n'est pas obligé d'être d'accord. Hein. J'ai pas tout entendu. Est-ce que les sociétés initiatiques occidentales telles que la franc-maçonnerie peuvent être assimilées à la religion africaine? Parce que puisqu'on part du principe que puisqu'elles sont universelles, peut-être qu'elles sont aussi africaines, puisqu'elles sont universelles. Non? Elles sont d'origine européenne, peut-être universelle, dans le sens où ils les ont propagées à travers le monde. Oui. Mais l'origine, non. Non. D'accord. Ce qui est universel, c'est la propagation, pas le contenu. D'accord. Bon, bah, elles ne sont pas africaines. Donc, le marxisme, il est aussi universel, donc quand même. On est dans le centrisme là. Marxisme au moins. L'analyse de classe. Non. Mais les classes, on les retrouve partout dans le monde. Dans le monde d'aujourd'hui, oui, c'est vrai que ça me paraît universel. Dans le monde d'aujourd'hui, oui. Donc le marxisme, on peut dire que c'est aussi une religion africaine, une spiritualité africaine. C'est pas une spiritualité, c'est non. C'est une idéologie. Bon, c'est une philosophie africaine au moins, puisqu'elle est universelle. Non. Karl Marx. Ok, donc excite le marxisme, excite la franc-maçonnerie, le candomblé, à Bahia, au Brésil, à Salvador do Bahia. Est-ce que c'est africain ou ça n'est pas? D'origine africaine. C'est brésilien. Le candomblé se base en grande partie sur la croyance aux divinités des Yoruba, qu'on retrouve intégralement dans le panthéon du candomblé. Donc on peut dire que c'est une religion africaine, d'autant plus qu'il y a une réafricanisation en plus ces dernières années du candomblé, à travers des gens qui étaient universitaires mais aussi pratiquants du candomblé et qui se sont efforcés de purifier le candomblé des apports extérieurs. C'est vraiment une religion africaine. Le Bwiti, oui, frère Abbès, oui, c'est africain. Ben oui. Donc le Bwiti est vu par beaucoup de gens comme la spiritualité nationale du Gabon, parce que dans chaque famille, on trouve au moins un bouitiste, quelle que soit l'origine géographique de la personne. Sauf que dans ce contexte-là, il y a beaucoup de syncrétisme. Ah ben oui. Ouais. Les gens ils vont à la messe, après ils sont un peu partout. Mais ça c'est le cas de beaucoup de religions africaines à cause de l'influence occidentale qui est très forte. C'est ce que disait la sœur Ama. Elle disait quand elle a voulu questionner un ou non... non, au Bénin. Ah, au Bénin. Un ou non. Donc au Bénin, enfin au Dahomey, parce que le vrai nom c'est pas Bénin, c'est Dahomey, sur l'origine du monde et des humains. Elle était au cœur du Dahomey, donc en Afrique, hein, et elle a été surprise que le Hounon a commencé à lui parler de la pomme, quelque chose qui ressemblait à Dahomey. Donc elle s'est dit, bon, on n'a pas à avoir de complexe avec le vaudou en Haïti, avec tout le syncrétisme, parce que si même au Dahomey... Donc, hélas, c'est vrai pour le Bwiti, mais c'est pas vrai que pour le Bwiti. Hein, donc les témoins de Jéhovah, bon là, quand même, c'est universel. Là, ils sont partout. Et puis le costume cravate, c'est universel. Il fait une branche de christianisme, hein, c'est catholique. D'accord. C'est sur la Bible. Donc c'est pas universel, c'est pas africain. Non. Bon, ok. Bah, excite les témoins de Jéhovah, désolé. Le vaudou. Les deux, c'est bon. Dahomey, c'est bon. Le vaudou Haïti, c'est bon. Oui. Vous validez. L'islam de Cheikh Amadou Bamba, le mouridisme. Non. Et là, la ville sainte, c'est d'abord Touba.
tout bas, au Sénégal. Là, on est au cœur de l'Afrique. On est au cœur de Kemet, c'est tout bas. Et donc là, c'est forcément une religion africaine. Non, je te mis alors. C'est l'islam est un courant différent de l'islam. Vous décevez beaucoup, vous décevez beaucoup. Non, mais vous avez raison en fait, vous avez raison, c'est pas africain, c'est une tentative d'africanisation de l'islam. Déjà à la base sur le Coran en arabe, ils lisent ici, Ouais. peu importe où tu vas en Afrique, déjà sur le Coran ils lisent en arabe. Ouais, donc c'est sans comprendre. C'est pas bon non plus. Bon, Bob Marley quand même, attention, respect. Le rastafarisme, ça c'est Kamid ça. Non. Mais il se bat sur Marcus Garvey. Non, ils sont plutôt la Bible. La Bible. Ah, c'est vrai qu'ils parlent de Babylone quand ils étaient en exil à Babylone. Ça pose problème. Quand même, vous avez la Bible. Voilà, pour aller à c'est... Mais on n'est pas obligé d'être tous d'accord. Personne ne défend le frère Marley quand même. Mais sur la Bible, Ah, quand même. C'est bien le type. Non, la différence quand même que je vois effectivement que Rastafarisme, par exemple l'islam et tout ça, c'est que mine de rien, par exemple l'islam ou les différentes branches de chrétienté et tout, ce sont quand même des religions qui ont été d'une manière imposée aux Africains. Le rastafarisme, c'est quand même né des Kamites en fait. Après, avec des pollutions qu'ils ont récupérées à droite, à gauche, et donc ils ont un petit peu, effectivement ces pollutions-là sont un petit peu occidentales et ne nous conviennent pas, ça c'est clair. C'est peut-être pas une tradition africaine. Après, c'est quand même, ça dépend ce qu'on entend par religion africaine. C'est-à-dire, est-ce que c'est eux quand même qui l'ont mise en place. C'est pour ça d'ailleurs leur idéologie, leur prophète, parce qu'ils ont un prophète du coup, puisque effectivement c'est calqué un peu sur les traditions occidentales, effectivement, mais c'est pas quelque chose qui leur a été imposé. C'est là qu'il y a peut-être cette différence entre rastafarisme et entre par exemple l'islam et tout ça. Et je vais juste dire par rapport aux autres témoins de Jéhovah et compagnie, quand même le problème c'est surtout le terme universalité, je pense. Parce que tu revenais sur le truc universel. Oui, exprès, je fais exprès. Je pense que le groupe, en fait, le mot universel pose problème. Il n'y a pas de tradition universelle. C'est de la pure propagande d'après toi, l'utilisation du terme universel par ces gens. Totalement. Oui. Ça participe aussi à la propagande de tout ce qui est dans la suprématie blanche. C'est-à-dire qu'on nous vend tout ça sous l'étiquette de l'universalité. Donc vu que c'est universel, on doit se taire. Justement marginaux s'il n'est pas dans ce... Donc chez Nouti Amélie, j'ai bien perçu, hein, tu as nuancé vraiment par rapport au rastafarisme, tu as nuancé. Tu as dit que ça a été créé par des Africains, mais il y a un mais. C'est-à-dire que, oui bien sûr, ça a été pollué. Que la tradition à laquelle ils se sont quand même plus ou moins rattachés, c'est quand même une tradition qui n'est pas africaine. Ah oui, d'accord. Il faut que ça soit clair. Simplement, le rastafarisme n'est pas non plus, à mon sens, à mettre totalement dans le même sac que l'islam au Sénégal ou des choses comme ça. C'est un peu ça que je parle. D'accord, donc juste une dernière chose aussi, c'est vrai que le rastafarisme est quand même une religion, il faudrait l'appeler comme ça, qui est quand même plus issue pas du continent à la base, hein, puisque même les... c'est ça en fait, mettons, leur réincarnation de Dieu Haïlé Sélassié ne les reconnaissait même pas eux. Est-ce qu'on peut dire que c'est une religion messianique? Ah oui. Oui. Totalement. Et le Messie c'est qui? C'est Haïlé Sélassié. C'est lui. Est-ce que Jésus est vénéré? C'est Marcus quand même. Dans le rastafarisme, pas tellement. C'est pas Jésus. Non, c'est pas Jésus. Non. Ça, je parle. Et j'avais une question pour le Chénoussi Amélie. Bon, admettons, je suis déjà membre d'AI, tout ça. Ah mais non, ce serait intéressant. Je suis déjà membre d'AI et puis je décide de révéler qui je suis réellement. Voilà, Chénoussi Amélie. Certes, je suis membre d'AI, mais il fallait que vous le sachiez, je suis Rasta. Alors, tout va bien? Pas vraiment. Pas vraiment, même si
c'est quelque chose plus ou moins endogène, comme disait le frère Marco, néanmoins ça reste une aliénation. Donc c'est la continuité de la propagation d'un poison qu'on a intégré à notre communauté. Donc ça veut dire que même si c'est nous-mêmes qui avons construit le rastafarisme, il est déjà basé sur une aliénation, sur des mensonges, sur des choses qui ne nous correspondent pas et qui ne vont pas dans notre sens. Donc, même si on peut en faire ce qu'on veut, on peut en faire ce qu'on veut et puis dire que ça vient de nous, mais ça reste un poison qu'on a modulé nous-mêmes pour l'intégrer à notre communauté, mais ça ne nous sert pas puisque au final la base même est sémite et elle met en valeur donc, les ancêtres du peuple sémite. D'autant plus que... Elle valide et véhicule des mensonges, des livres, des 3 livres, la Torah... Parce que les Rastas se considèrent, si j'ai bien compris, comme les descendants des Hébreux de l'Ancien Testament. Ouais, c'est ça? C'est pour ça qu'ils parlent de l'exil à Babylone. Oui, et puis ils valident les exodes, tout ça. C'est problématique. C'est la Bible, c'est problématique. Rien que ça, c'est déjà quelque chose. Est-ce que la présence dans le panthéon Rasta de Marcus Garvey n'est pas là quelque part pour nous rassurer? Est-ce que quelque part, finalement, on s'y retrouve puisqu'il y a Garvey? C'est parce qu'il est jamaïcain, je pense. Encore une fois, c'est comme dans l'islam, l'islam, le mouridisme, etc. Pour eux, ils disent que voilà, il y avait Bilal, donc c'est bon. Bilal était noir, donc c'est bon. Voilà. Il ne suffit pas d'intégrer une figure à un mensonge ou quoi que ce soit pour qu'on doive accepter l'entièreté du mensonge. Non, on ne peut pas se limiter à ça. Et puis, comme le disait aussi le frère Marco, par exemple, Yassier ne reconnaissait même pas le rastafarisme. Marcus Garvey, il n'était pas encore là pour vraiment voir ce que c'était. Mais voilà, on ne peut pas se baser sur une part de vérité ou sur un personnage pour accréditer. J'ai l'impression que chez Mouti, une fois, je t'avais senti très critique par rapport au personnage de Haïlé Sélassié. Un peu critique. Non, pas critique de lui-même, critique de ce que les gens, dans le Rastafari, justement, ils prétendent qu'il est. Voilà. Parce qu'ils prétendent qu'il est, donc... c'est un prophète pour eux. Voilà, c'est un prophète, que c'est le descendant... C'est une réincarnation de Jésus, quoi. Voilà, l'incarnation de Dieu. Le prophète, c'est Marcus Garvey, Jésus serait Haïlé Sélassié. Ah oui, carrément. Le descendant de la reine de Saba. Et de Salomon, etc. Donc bon, ça véhicule les mensonges de la Bible. Oui, c'est problématique. C'est problématique en sens. On doit rester sur notre vérité historique, sur notre culture, sur nos enseignements, sur notre legs, tout simplement. Gêne, et non pas adapter, essayer de noircir les mensonges des occidentaux ou des sémites pour les faire à notre sauce. Ça ne marche pas, on reste dans le poison, on reste dans le... Ça c'est fond. Alors par contre, j'ai trouvé ce qu'il vous faut, hein. J'ai trouvé un super kit en matière religieuse qui a, vous allez voir, vous allez kiffer grave. Non mais c'est vrai. Cool. Une autre intervention à propos du rastafarisme? Oui, bon, on va encore rester un peu sur le rastafarisme en fait. Moi, je pense que il y a 2 parties. Donc il y a la partie spirituelle et la partie qui est purement, on va dire, africaine. Parce que quand même le rastafarisme, c'est le respect de la nature, l'harmonie avec la nature. C'est une des valeurs vraiment du rastafarisme. On va voir comment ils se nourrissent, comment ils sont très respectueux de la nature. Donc c'est après la partie, on va dire, religieuse, oui, ça moi je ne suis pas d'accord. Je ne suis pas d'accord qu'on puisse, pour exister, on doit encore se référer à des valeurs exotiques. Bon, c'est vrai, Marcus Garvey, quand il avait parlé qu'il y aura en Afrique une personne, un roi qui sera couronné, bon, quand il avait dit ça, est-ce que c'était une partie religieuse
ou c'était pour dire que l'Afrique va renaître. Je ne sais pas, tout en sachant aussi que le personnage de Haïlé Sélassié, il a quand même... parce que le mouvement, on va dire, les Rastas, ils naissent lors de la résistance, quand l'Italie revient. Quand les Italiens reviennent après la bataille d'Adwa, je crois en 1886, quand les Italiens veulent reprendre leur revanche sur en l'Éthiopie. 1935. En 1935, oui. C'est là où même certaines personnes disent que c'est là où il faut marquer le début de la Deuxième Guerre. Parce que c'est là où toute l'Europe encore se remet en place pour refaire les cartes, les agressions des uns et des autres. Donc, il faut qu'on fasse la différence. Et que, une fois Haïlé Sélassié avait résisté, il avait été exilé par la suite à Londres. Et les gens qui croyaient en lui, c'est là où ils ont commencé à laisser le jeu jusqu'à son retour. C'est véritablement ça aussi, les origines. Après, il y a les gens qui ont conceptualisé la chose pour en faire une religion. C'est une forme de résistance culturelle et de nationalisme noir ou kamite. Mais avec des éléments culturels qui proviennent de la Bible. C'est ça, le récit biblique est pris comme une référence pour nous. Moi j'ai juste entendu quelque chose, c'était que, je sais plus dans quelle vidéo j'ai vu ça, j'ai vu une personne essayer de dire que les Rastas, ou du moins l'Éthiopie, c'était la seule ville au monde où on pouvait trouver les personnes qui se situent dans la Bible. Par exemple, Samson, c'était là. C'était pour ça qu'elle aimait quoi. Mais le frère, je ne sais pas si vous avez entendu parler du frère Yosef Ben Jochanan. Dr Ben. Pardon? Dr Ben. Oui, voilà, c'est le Dr Ben, qui était un savant kamite, qui est décédé, qui est parti rejoindre les ancêtres en 2015, et à l'âge peut-être de 95 ans. 95 ans. Voilà. Et qui avait publié notamment le livre The Black Man of the Nile, et d'autres livres importants, et qui faisait des voyages à Kemet tout le temps, à Taméry, des voyages, comment dirais-je, de formation intellectuelle et à l'histoire. Et lui, il était né d'une famille, donc son père était éthiopien, Falasha, et sa mère était une africaine de Porto Rico. De Porto Rico, merci. Et ou du Costa Rica plutôt. Et Costa Rica. Du Costa Rica, et aussi de confession juive, mais une africaine aussi. Et en dépit de ça, de cet héritage, lui, il traçait les origines du judaïsme dans l'Égypte antique, et il disait que c'était une adaptation, notamment par le biais peut-être de l'expérience d'Akhenaton. Mais pour lui, la source de la spiritualité, c'était Kamita. Et donc, il était pourtant bien concerné pour avoir un regard peut-être nationaliste ou un peu égocentrique là-dessus. Et finalement, lui, il a penché pour une rigueur diopienne. Comme Diop, malgré le fait que sa parenté, ses parents étaient dans le mouridisme, lui, dans son œuvre, ça ne l'a pas empêché d'aller creuser au plus profond. Donc finalement, quand les premiers concernés n'ont pas peur de s'affranchir de leur éducation, pourquoi est-ce que nous continuerions à faire des concessions, quoi? Alors par contre, oui, j'étais en train de dire tout à l'heure que j'ai trouvé ce qu'il vous faut en matière religieuse, parce que bon, il y a une adaptation phénoménale qui a été faite de la spiritualité de l'Égypte antique après que les Romains aient envahi l'Égypte antique, et ils en ont fait quelque chose qui pouvait rivaliser avec la religion de Kemet, puisque Kemet avait été plusieurs fois vaincu militairement, et c'est carrément génial, non mais il faut le dire, ça s'appelle le catholicisme romain, et donc, bon alors ils ont rebaptisé un petit peu les divinités, au lieu les Nétérou, donc au lieu que ce soit Aset, Hérou et Oisiré, ce sera Marie, Jésus et le Saint-Esprit. Bon, c'est pareil. Très au monde, ça, c'est très au monde. Voilà. Donc, elle est belle la vie, non? Qu'est-ce que vous en pensez? Mais elle est où la femme aussi? Ah, ça, c'est des questions qui fâchent. Il faut demander à eux, du prochain cours. Il faut leur demander. Donc, alors,
c'est vrai que le christianisme romain a beaucoup pioché dans la spiritualité kamite après la conquête de Tamérie, de l'Égypte, par Rome. Mais effectivement, il en a fait autre chose. Effectivement, même si ensuite on a continué à adorer Asset sous les traits de la Vierge Noire, cette fameuse Vierge Noire que le prêtre, que le pape Jean-Paul II aimait prier à Cracovie, mais c'est encore un remix, pardon. Et quand on a l'original, pourquoi aller prendre une photocopie qui n'a plus rien à voir finalement avec l'original? Et c'est vrai, effectivement, Christopher, le rôle de la femme, ou frère Patrick, le rôle de la femme n'est plus le même dans le christianisme romain, le catholicisme romain, que dans la tradition africaine. Donc, effectivement, pour résumer, alors évidemment, je blaguais hein, quand je parlais d'un kit. Faut pas me prendre au sérieux parce que je crois que je vais pas faire long feu chez AI. Hein. Si je continue ces provocations-là, ça va mal se passer pour moi. Donc, alors, pour résumer, Société initiatique occidentale, franc-maçonnerie, Exit, hein. On est d'accord? Ce ne sont pas des expériences spirituelles africaines. Marxisme, non. Ça n'a rien à voir avec une... Voilà. Ça n'a rien à voir avec une religion. Candomblé, oui. On était à peu près d'accord. Bouiti, ok. C'était bon aussi. Témoin de Jéhovah, out. Vaudou, bah oui. Vaudou aussi. Et ben c'est tout. Voilà. Mais il y en a d'autres aussi qu'on n'a pas cités. Hein. Ça aurait été trop long. Les Hébreux-Israélites. Les Hébreux-Israélites. Hébreux-Israélites. Les Black Hébreux, je dirais non. Sur la Bible. Non, mais je dis ça, mais comme exemple, comme contre-exemple. Oui. Non. On peut poursuivre. Alors, ce que je disais tout à l'heure par rapport à la Pérate et par rapport au Sèche-Moléfi, vous avez bien compris. Là, apparemment, ce serait Hannibal Barca, mais c'est pas sûr. Bon, j'ai pris ça pour le fun parce que l'ouverture et la radicalité sont les deux faces d'une même médaille. Je le rappelle, ce qu'on disait tout à l'heure par rapport à la Pérate et au Sèche-Moléfi. C'est quoi ces pièces? Ça a été retrouvé. C'est quelque chose qui daterait de l'Antiquité. Certains disent que, a priori, ce serait le visage d'Hannibal Barca. Et puis, en plus, là, l'autre face, il y a un éléphant. Mais faut creuser. C'est important justement de préciser où est ce. Voilà, c'est ça. Faut creuser. Moi, je l'ai pris pour le fun, parce que les deux faces d'une même médaille. Voilà. On peut poursuivre. Alors, la solution, il y avait un grand combattant de la Renaissance africaine, que vous connaissez sans doute, Kwame Touré, qui disait que la solution c'était s'organiser, c'était organisation. Il répétait ça tout le temps. Et alors évidemment, s'organiser, mais sur la base de ce que nous sommes. Évidemment, c'est pas pour avoir pour livre de chevet la vie de Mao Tse-tung ou enfin la longue marche des Chinois, etc. Nous aussi, on a notre longue marche. Et s'organiser sur la base de ce que nous sommes. Donc là, vous avez le drapeau avec chez l'outil, vous avez le drapeau panafricain, avec, parce que nous sommes des héritiers de Marcus Garvey. Même si nous pouvons être critiques sur certains éléments de la pensée de Garvey, mais son nationalisme systématique nous plaît. Et donc, une fois qu'on a réinitialisé le disque dur, avec ces livres cultes que sont Nation Nègre et Culture ou l'impératif afrocentrique, il est important de s'organiser. Et c'est pour ça que nous vous invitons à rejoindre notre organisation Afrocentricity International, de façon à apporter votre pierre à l'édifice et à œuvrer aussi pour la renaissance kamite, c'est-à-dire la mise sur pied d'un nouveau modèle économique, éducatif, spirituel, en s'inspirant sur le meilleur de notre culture. Et le savoir-faire de tout le monde est requis, puisque nous savons tous faire quelque chose. Et nous avons tous des passions ouvertes ou cachées. Voilà. Profondément cachées. Donc est-ce que vous avez des questions? Oui, frère Bako? C'est pas une question, c'est surtout jouer, mais
que tu reviennes sur la différence entre afrocentrisme et afrocentricité. Ah, c'est important. Afrocentrique, c'est pas forcément clair pour tout le monde. Ça, c'est très important. Oui, oui. Alors, l'afrocentricité, c'est ce mouvement intellectuel et de nationalisme systématique africain, ce courant de pensée intellectuelle, qui a été initié en 1980 par Molefi Asante dans son livre Afrocentricity. Et donc, c'est une théorie où on part du principe qu'être centré, c'est être fidèle à ses ancêtres et à sa culture, enraciné dans son terroir et surtout voir le monde avec des lunettes afrocentriques et effectivement avoir des valeurs culturelles africaines et s'affranchir de tous les concepts qui nous aliènent, c'est-à-dire les noms que l'on nous donne et qui nous font que nous enfermer dans des prisons conceptuelles. Maintenant, le terme, ça c'est l'afrocentricité, le terme afrocentrisme, c'est un terme artificiel qui a été créé par des universitaires européens et qui, dont par exemple, il y a une certaine chercheuse qui s'appelle Perrault, je crois, il y a aussi Jean-Pierre Chrétien, enfin plusieurs auteurs européens, français, certains sont anglo-saxons, et qui avaient publié, devant la montée en puissance des théories afrocentriques, avaient publié un livre aux éditions Cartala qui s'appelait Afrocentrisme. Puis il y avait un sous-titre où, je sais plus, où ils attaquent de façon très vigoureuse Molefi qui était à santé, et même Théophile Obenga. Le titre c'était Not Out of Africa. Ah, il y en a plus, il y a deux livres. Là tu parles de celle de Marie Lefkowitz. Ouais, ça c'est. Il y a deux livres en fait. Il y a celui de Mary Lefkowitz et de Stephen Howe. Ça c'est Not Out of Africa. Ouais. Ça c'est en anglais. Et puis il y a un autre livre qui a été publié en France aux éditions Cartala et qui va dans la même veine que ça. Et pour faire de notre mouvement quelque chose de péjoratif, ils ont utilisé le suffixe isme. Donc plutôt qu'afrocentricité, ils parlent d'afrocentrisme. Et pour eux, il s'agit d'un mouvement religieux et nationaliste systématique, mais extrémiste, africain, qui prend des libertés avec l'histoire et qui, à cause de ce nationalisme-là, dérive vers de la falsification historique pure et simple, pour dire que tout ce qui est ancien est noir et tout ce qui... Voilà, sans aucune rigueur scientifique, mais c'est de la pure propagande. C'est pour ça que si on veut être rigoureux, il faut utiliser non pas le terme afrocentrisme, qui est un terme péjoratif et malhonnête, et plutôt le terme afrocentricité. Oui? Je pense qu'il y a un autre aspect justement de l'afrocentrisme qu'ils essaient de nous coller sur le dos, c'est cette notion de supériorité raciale noire également. Je veux dire que les afrocentristes, sont dans une théorie de supériorité raciale et que justement c'est pour valider cette théorie que qu'on essaierait de récupérer, de réécrire l'histoire à notre faveur. Voilà. Donc ils disent tout simplement qu'on réécrit l'histoire, c'est une relecture de l'histoire en mettant l'homme noir comme étant l'instigateur, la source de tout ça pour prôner une certaine supériorité. Or, ce n'est pas du tout le combat de l'afrocentricité. Justement, cette notion de race n'est pas présente dans l'afrocentricité. Et ce n'est aucunement une tentative d'essayer de hiérarchiser les races ou quoi que ce soit. C'est juste un devoir, j'allais dire une tentative, mais un devoir de rééducation afin que tout simplement l'homme et la femme noire redeviennent Comment ça? Système de hiérarchie. Oui. Merci. Justement, on parlait du concept de race. En plus, c'est souvent ces personnes qui nous accusent d'être des racistes qui ont conceptualisé le concept de race. Jamais on a vu un Africain écrire sur
les races et autres, sachant que le fait des races, c'est juste le fait de mesurer les squelettes des gens, et se dire, ah, en fait, ils ont c'est ça. La forme est différente. Au-delà de ça, il y a des gens qui nous accusent d'être afrocentristes, mais des gens comme Bernard Lugan et tout ça, on vient de voir récemment, qui fricotaient avec l'extrême droite française, par exemple. C'est pas récemment. Oui, voilà. Mais officiellement, on a vu des vidéos officielles où il est avec des gens d'extrême droite. Et donc, c'est des gens qui disent, nous, on est racistes, d'accord, peut-être. Mais eux-mêmes, on voit en live, ils sont avec l'extrême droite, c'est-à-dire ceux qui vont dans les rues, qui vont tabasser les gens juste parce qu'ils sont noirs. Donc, je pense qu'en fait, ces pseudo-philosophes ou écrivains sont vraiment eux-mêmes des vrais racistes et ils font tout pour justement faire en sorte que les afro-descendants, les kamites, autres, ne s'organisent pas ou leur mettent des bâtons dans les roues. Exactement. Exactement. Oui, chez Lucie Amélie. C'est important ce qu'il dit parce que justement, on s'aperçoit qu'ils utilisent le terme communautarisme également pour comment dire, ouais, comme synonyme de racisme. Et, enfin, ils font le parallèle ils associent plutôt le communautarisme avec le racisme. Et lorsqu'on entend des discours à la télé de dire oui, certaines communautés qui sont ils sont anti-communautaristes. D'ailleurs, Sarkozy disait que jamais il y aura une communauté noire en France. Voilà, ils tirent sur le communautarisme en essayant de le faire passer pour du racisme. Or, il faut bien distinguer les deux. Le communautarisme, c'est quelque chose de tout à fait naturel. Il y a une loi fondamentale qui veut que qui se ressemble s'assemble. C'est pas pour autant qu'on s'aime et qu'on s'assemble et qu'on se ressemble qu'on doit haïr les autres. Et donc c'est deux notions différentes. On peut s'aimer soi-même, vivre sa culture, être avec ses semblables, etc. Sans forcément haïr les autres, sans essayer de tirer sur les autres, de détruire les autres, etc. Donc il faut plus, voilà, il faut se prévenir contre ça et savoir déchiffrer en fait les intentions de nos ennemis dans les médias, etc. Communautarisme, c'est quelque chose de tout à fait naturel et pour lequel nous-mêmes on milite, c'est ce qu'on fait. Chaque communauté est organisée. On est justement la seule communauté qui ne l'est pas. On nous refuse ça, justement. On ne veut pas. On essaye de diaboliser le communautarisme pour pas que les Noirs, justement, s'organisent et créent leur propre communauté. C'est exactement ça. Moi, ce que je voulais ajouter, c'est que vous interdisez de devenir communautaire, mais des personnes les plus communautaires, c'est les blancs eux-mêmes et les juifs eux-mêmes. Et quand on les regarde, moi, encore une fois, je dis la même chose. Quand il s'agit des Africains ou des Kamites, il ne faut pas le faire. Donc, comme on le sait, on les ignore, on connaît qu'est-ce qu'on veut, on avance. Tout simplement. En fait, c'est que ces gens-là, ils passent là. Encore une fois, je parle de ce que je vis, ce que je vois. Ces gens-là passent leur temps à prier leur truc, parler de ce que eux font, parler de ce que... En fait, ils ne s'intéressent qu'à eux, rien d'autre. Mais vraiment, c'est pas pour rigoler, ça veut dire que... Et en fait, ils t'interdisent de faire ce que eux font, tout simplement. Après, j'ai commencé à me prendre. Ouais, parce que si je commence, je ne vais pas m'arrêter. C'est leur donner trop d'importance que d'en parler tout le temps, alors qu'on a notre propre centralité, et puis eux, ils ont la leur. Et... Oui. En fait, je crois que ils vont toujours, c'est ancré, c'est profondément ancré, c'est l'héritage, c'est bien écrit dans l'ADN. Tout ce qui nous concerne, jamais ce sera bienvenu. Donc, ils vont rester dans l'eurocentrisme et ils ont peur que l'eurocentrisme, les conséquences que l'eurocentrisme a entraîné dans le monde, c'est-à-dire la violence de toutes sortes. S'il y a des guerres aujourd'hui, c'est vraiment l'eurocentrisme. Donc, ils pensent que d'autres communautés, d'autres philosophies en se retrouvant,
vont faire la même chose. Non, on n'est pas dans ce paradigme-là. Donc, comme je disais, on ne s'occupe pas de ça, on se recentre sur nos valeurs. Et voilà, les termes, on peut les définir à l'infini. Justement, il y a des noirs qui tombent dans le piège et qui font ça négativement, le communautarisme. Et comment dire, des fois, ils sortent des commentaires du style quand une personne a des propos qui incitent à revenir vers soi, à faire du communautarisme, ils disent mais ils se prennent pour qui? Ils me prennent pour un soldat, des trucs comme ça. Mais ça Mais pourquoi voir nos défauts toujours? Enfin, pourquoi remettre une couche, remettre le couteau dans la plaie sur il y a des noirs comme ci, il y a des noirs comme ça. Les noirs, ce sont des êtres humains, vraiment, ils ont des qualités, ils ont des défauts, voilà, ils sont différents. Enfin, c'est pas parce qu'il y a un noir qui agit comme ci, comme ça, que ça ne nous plaît pas, que c'est une raison pour en parler. Je veux dire, les noirs, ils sont comme tout le monde, hein, ils ont des défauts, on est des êtres humains. Moi, je suis d'accord sur le fait qu'il faut rester centré sur l'afrocentricité, mais il faut garder un œil sur nos ennemis, parce que le fait de rester que centré sur nous, enfin, il faut veiller en fait, il faut surveiller, parce que justement, peut-être le fait qu'on est là aujourd'hui, le fait que l'Afrique a été divisée dans toutes parts, peut-être qu'on a manqué de surveillance. On n'a pas, peut-être, vigilance, voilà. On s'est pas assez méfié de nos ennemis. On se dit, dans des barbares, c'est pas grave. Mais un jour, ils sont venus, les barbares, ils ont tout cassé. Aujourd'hui, on est là. Donc, je pense qu'il faut quand même rester centré sur nous et surveiller quand même, garder un œil, savoir ce qu'ils font, qu'est-ce qu'ils nous préparent. Des choses comme des maladies qui sont jamais arrivées en Afrique, qui arrivent aujourd'hui. Nous, ça, c'est des choses qui sont préparées pour nous dire, ok, attention, on a une avance technologique ou scientifique sur vous, mais aujourd'hui, on sait faire ça. Se dépasser surtout. Je veux qu'on se dépasse. Se passe sur nous. Qu'on avance. Qu'on ne dépasse pas la limite. Qu'on sache s'arrêter à la limite. Je ne sais pas si je me fais comprendre. C'est-à-dire? Souvent, nous les Africains, surtout nous les Camils, on a tendance à se vendre. Tu vois, quand tu es en face d'un Toubab, tu parles comme lui, tu fais comme... Ça, c'est vrai. Tu t'exhibes, quoi. C'est comme si tu n'as pas de valeur, il faut que lui te regarde, il faut qu'il te dise... Ça, c'est vrai. Ça me dérange beaucoup, quoi. Insister toujours sur nos défauts, sur ce qu'on fait de pas bien. En soi, ça fait partie du conditionnement de l'Occident. C'est-à-dire que les Occidentaux, par exemple, concernant les problèmes de l'Afrique, leurs propos et leurs discours, ça revient à dire, oui, si l'Afrique a des problèmes, c'est à cause de vous. C'est vous-même, si vous êtes mauvais, vous n'êtes pas bon, il faut se libérer de l'intériorisation de tous ces discours et de revenir en permanence sur nos défauts. Est-ce que vous entendez les Blancs parler de leurs défauts en permanence comme nous on le fait? C'est vraiment une pathologie. Non, mais c'est vraiment... Comment? On le fait surtout en leur présence à eux. Mais même entre nous, on le fait de s'insulter, se cracher sur nous-mêmes. Nous-mêmes, on le fait entre nous. Est-ce que eux ils le font? Et ça, c'est vraiment une pathologie, c'est vraiment une pathologisation vraiment de la colonisation. Et je vois qu'on n'en est pas libéré, même entre nous. On en est là encore à ce stade à vouloir s'auto-flageller, alors qu'on est des humains. On peut pas être parfait et on ne se remet pas de violents traumatismes historiques comme ça en 40, 50 ans en pensant que ça va aller mieux. C'est se reconstruire, vraiment, ça prend du temps. Il faut que l'on soit déjà indulgent avec nous-mêmes si on veut guérir de nos traumatismes. Je crois que je suis Je voulais juste revenir sur ce que disait le frère, parce que c'est assez intéressant. Justement, j'ai été interpellé sur Facebook par rapport à ça. Parce qu'un frère disait justement, mais pourquoi vous n'arrêtez pas de crier au racisme, etc. Est-ce qu'on ne peut pas tout simplement se recentrer sur nous-mêmes et oublier tout ce qui est... Tout à fait. D'un côté, il a raison, mais d'un autre, il ne faut pas justement qu'on rentre dans cette manière intellectuelle de penser occidentale qui veut que c'est soit l'un soit l'autre. Voilà. On
peut très bien se recentrer sur nous-mêmes tout en gardant les yeux ouverts et en regardant, en surveillant ce qu'il y a autour. Parce que si on se centre sur nous-mêmes et qu'on essaie, les autres continueront à vouloir nous attaquer et on ne verra pas. Parce qu'il y a des armes, justement, j'en parlais la dernière fois lors de ma présentation sur le menticide, qui sont dures à déceler. Voilà. Et qu'on subit, ils ont un effet permanent sur nous. Tous les jours, on voit des publicités, on entend la radio, on entend des musiques, il y a des images partout, etc. Et tout ça, c'est très subliminal. Et si on ne fait pas attention à ce genre de choses, et qu'on ne pointe pas du doigt ce danger, on ne parle pas du racisme, qu'on ne parle pas de ci ou de ça, etc., eh ben, on n'arrivera pas à se guérir et on n'arrivera pas à bien renaître, parce que vous connaissez, et lorsqu'on a une maladie, c'est bien de guérir, mais il faut prévenir. Voilà. Et donc il faut couper la source du mal aussi. Et pour couper la source du mal, il faut la pointer du doigt, il faut montrer, il faut dire aux sœurs et aux frères, attention, voilà, là il nous attaque. Là, il nous attaque, c'est un devoir qu'on a, parce que l'un sans l'autre ne marchera pas. Il faut que ce soit complémentaire. Et justement, une organisation comme AI a bien compris ça, parce qu'il faut qu'on soit assez nombreux pour avoir les yeux partout. En même temps, on se concentre sur nous, on s'éduque, comme on fait aujourd'hui, sur notre culture, le rappel maquillon, etc. Mais en même temps, il faut savoir dénoncer ce qui se passe autour pour être vigilant et pour pouvoir en couper la source tout simplement du mal. Donc c'est un tout, c'est pas un et l'autre, c'est très bien justement parce que je veux ajouter aussi dans le sens en fait, que les âmes deviennent de plus en plus perfectionnées en fait. Et ça joue dans le mental en fait. C'est tellement, c'est subtil, c'est perfectionné, c'est sophistiqué, à tel point qu'on ne se rend même plus compte en fait. On devient nous-mêmes responsables justement complice même justement du racisme par exemple, parce qu'on a été conditionné dans ce sens, on l'a intégré, on le reproduit et c'est de plus en plus perfectionné en fait. Il faut vraiment être vigilant dans ce sens-là et à chaque fois pointer du doigt, comme disait le chénétique, pointer du doigt et dire que voilà, ça par exemple, parce que nous-mêmes on participe en fait, on y participe, parce qu'on a intégré, par le biais de l'éducation, on a été éduqué dans ce sens-là. Pour nous auto-dénigrer, pour nous mépriser en fait, et c'est très grave. Merci de je suis un peu d'accord avec tout ça aussi, même le fait qu'effectivement qu'il faut arrêter d'en parler. Bon, Maman, elle dit souvent, ça peut pas être radical aussi, mais qu'effectivement il faut quand même les effacer de notre mémoire. Ça, je suis vraiment d'accord avec ça. Ça, c'est une belle parole. Mais ceci dit, il y a juste une parole sur laquelle je vais juste rebondir. C'est vrai que nous sommes effectivement des humains comme tout le monde, ça c'est clair, en termes biologiques et tout. Par contre, en termes de communauté, il y a des crimes qui ont été commis sur la nôtre qui font que nous sommes quand même une communauté assez particulière et qui fait que nos comportements aussi ne peuvent pas être... normes. Je veux dire, c'est d'autres situations. Je pense qu'il ne faut pas rester sur une comparaison par rapport aux autres, etc. Moi, je ne suis pas dans les comparaisons. Non, mais je veux dire, juste par rapport à cette parole-là, qu'effectivement, on est tous humains, je voulais juste faire cette précision. Oui, on est tous humains, mais en même temps, en termes de communauté, notre communauté, et d'ailleurs, les communautés qui ont subi des crimes aussi dans leur histoire, ils aiment dire qu'ils ont subi tel crime, etc., et qu'il faut faire attention à certains comportements. Je pense que c'est important aussi, nous, de pouvoir remettre ces couches sur les comportements à ne pas avoir, auxquels il faut faire attention par rapport à ce dont on a été victime. Le parallèle c'est que justement, le fait, comme tu dis, qu'on s'autocritique autant, qu'on parle tellement négativement des autres, c'est justement parce qu'on n'a pas su pointer du doigt le menticide. Parce que le menticide qui est exercé sur contre nous fait que justement on s'auto-haït. On haït nos soeurs, nos frères, on haït de tout ce qu'on est, etc. Mais tout ça, ça s'est fait justement à travers le menticide, à travers l'éducation, à travers les médias, à travers la littérature. Tu
littérature, les films, les dessins animés, tout ça, etc. On n'est pas venu nous dire directement haïssez-vous entre vous, vous savez rien. Non, c'est petit à petit, voilà, on a dépeint la femme noire et l'homme noir comme étant des sauvages qui n'ont rien apporté à la civilisation, à l'humanité ou quoi que ce soit. Et petit à petit, on a intégré ça. Et justement, on n'a pas su, de manière globale ou personnelle, avertir nos soeurs et nos frères en disant, mais voilà, ils essaient de nous attaquer comme ça, ils vont nous avoir comme ça. Et aujourd'hui, il faut qu'on puisse le faire. Donc voilà, tout est lié. Moi, je suis d'accord parce que c'est maintenant qu'il faut en parler. Donc, il y a certains d'entre nous qui disent, bon, il ne faut pas en parler. C'est maintenant. Parce que moi, j'ai passé les 40 premières années de ma vie, je ne savais rien de tout ça. Je découvre les travaux de Ivan Sertima, qui disent que les Noirs ont été en Amérique bien avant Christophe Colomb. Je découvre que le christianisme, c'est une pure fiction, c'est de l'astrologie. Donc, ça le risque. Que les anciens Africains qui vivaient à Kemet, ils avaient une mythologie, une philosophie de vie, qui ont inventé la Trinité. Je découvre plein de choses. Je découvre qu'il y avait Marcus Garvey qui a fédéré les Noirs dans plusieurs pays d'Afrique. Je découvre un monsieur actuellement vivant, Lasconi, qui fait des travaux, qui va en Afrique avec sa caméra. Il montre l'Afrique millénaire qui avait des châteaux. Je découvre Jean-Philippe Orotunde qui défend l'histoire africaine, qui fait des livres pour les enfants kémites. Je découvre Amar Mazama, mais c'est maintenant qu'il faut en parler. Donc on n'a rien, entre guillemets, on n'a rien à cirer des autres. Découvrons notre histoire, partageons-la, et puis apporter davantage à cette culture, parce qu'elle est millénaire. Justement, pour moi aussi, pour compléter, je pense que c'est vraiment fondamental de signaler, de décoder, de décortiquer notre environnement. Et c'est important, c'est un peu comme les livres. On disait oui, les livres ça sert à rien, c'est bon, y a d'autres trucs maintenant. Ben non, justement, c'est ce qui a causé, peut-être, c'est ce qui cause aujourd'hui des troubles dans certaines régions du monde, des gens qui se battent pour des livres écrits dans des langues différentes. Et il faut le signaler, il faut le dire et tout ça. Et c'est comme les gens, par exemple, quand tu parles d'Anta Diop, tu dis oui, ok, d'accord, Anta Diop, oui, c'est bon, l'Égypte c'était africain. On te dit oui, ok, d'accord, et alors? Non, mais en fait, il faut le dire, parce qu'aujourd'hui, dans les livres d'histoire, ce qu'on apprend en Europe, ou en Afrique, ou dans les universités, on apprend l'inverse. Et on dit comme ça, et alors? C'est important de le dire et de le signaler. Et pour finir, il y a des communautés, aujourd'hui, par exemple, je ne vais pas les citer, vous allez les reconnaître, dès que vous entendez des propos, on va dire, nazis, des choses comme ça, tout de suite, ils montent tous au créneau pour dire, regardez ce qu'il a dit lui, et la personne, dans la semaine, elle est bannie à vie. Donc eux, ils signalent tout de suite, c'est lui, il a dit ça. Ils vont dire, ouais, le nazi, c'est passé, Hitler, il est mort. Non, dès qu'ils entendent un propos comme ça, ils vont te dire, lui, il a dit ça, c'est fini pour lui. Donc nous aussi, on doit avoir ce rôle de se dire, de signaler les gens, signaler nos adversaires, signaler les émissions, le cinéma, et signaler les écrivains qui font des choses assez malhonnêtes, on va dire. Ouais, en fait, c'est un peu ouais, sur les livres. Parce qu'au tout début, on a parlé des livres en disant qu'effectivement, on n'aime pas lire. Moi, il y a quelque chose quand même que je crois vraiment, c'est que aussi, dans notre éducation, dans nos écoles, si on avait peut-être eu des livres qui nous racontaient nos histoires, peut-être aussi, on aurait aimé. Je pense que c'est pas une question de. Parce que moi, j'ai été quelqu'un, je ne lisais pas de livres. Je ne lisais pas de livres. Puis il y a un livre qui n'avait d'ailleurs rien à voir avec notre histoire, mais c'était un livre qui m'a passionné, en fait. Et super rapidement. Bon, je ne vais pas les dire comme ça n'a rien à voir. Non, ça fait partie de quelque chose que j'ai oublié. J'ai passé ça de ma vie. Mais en tout cas, j'avais aimé parce que ça parlait de voyage et tout ça, en fait. Donc, c'était super intéressant et je l'ai lu très rapidement. Et ensuite, dès que j'ai commencé à lire des choses qui avaient vraiment à voir avec nous, là, j'en ai lu, quoi. J'en ai lu. Et il y a même des études scientifiques qui parlent de ça. Donc, je pense qu'il faut se pencher un peu là-dessus. Je pense pas qu'on soit une communauté qui n'aime pas lire ou des choses comme ça. Je pense qu'on vraiment on a été éduqué aussi à ne pas aimer lire. Donc il y a peut-être aussi une raison.
conditionné. Concernant les livres, il y a des gens qui lisent des livres et prennent ce qu'ils ont lu pour acquis et ils se rendent pas compte que. Enfin, ils se disent, ça y est, tout le monde est courant, quoi. À cause de la mouvance, tout ça, ils se disent, tout le monde est courant, plus besoin de redire, de repréciser, de. Bah oui, effectivement. C'était le but de ce cours aussi, c'est de dire que même si on a compris des choses, on oublie vite et on a une mémoire qui est fragile et elle a besoin d'être entretenue. Et c'est sûr, une fois qu'on l'entretient, elle finit par bien fonctionner. Mais il faut toujours revenir vers ce qu'on croyait avoir retenu, qu'on a certes assimilé, oublié. Et une fois qu'on l'a oublié, une fois on revient dessus, c'est pas mal. Mais ça suffit pas, il faut